Bonjour mes indisciplinés, j'espère que vous allez bien. Vous regarderez peut-être ce live en replay, dans ce cas rendez-vous dans 5 minutes. Vous pouvez directement aller à la vidéo à 5 minutes car nous commencerons véritablement ce live dans 5 minutes. Les 5 premières minutes là, qui vont se faire donc en direct, ce sera l'accueil pour voir combien on va être et puis commencer à engager la réflexion. Donc voilà, vous me rejoignez, je vous vois arriver. Bonjour à tous, grand plaisir de vous retrouver. Les livres derrière, je trouve ça un peu kitsch, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Bonsoir Claire, voilà, vous êtes là, c'est super, déjà 10 personnes. Alors vous connaissez le rituel, bonsoir Isa. Le rituel, vous le connaissez, il consiste à partager abondamment, copieusement, véritablement, densément. Donc voilà, on partage aux amis, on envoie la vidéo en lien privé à tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par ce qu'on va bafouiller ensemble. Et puis on partage sur son journal, n'ayez pas peur, c'est plutôt sympa de partager. Sylvie fait de beaux rêves, sois portée par les nimbes jusqu'aux pays imaginaires les plus savoureux pour toi. Voilà, on veille sur toi. Sache que dans un coin du monde, dans plusieurs coins du monde, connectés, des indisciplinés vont philosopher pendant que toi tu t'endors. C'est beau quand même. C'est beau de savoir ça, qu'il y a un endroit où ça philosophe pendant 1 heure sur cette planète Terre avec des inconnus, avec des gens aux 4 coins de la planète et on va philosopher ensemble. Je ne peux pas me lasser de cet exercice. Je trouve éblouissant cet exercice et je crois vraiment que j'en ai pour toute une vie, avec l'avancée des technologies bien sûr, à essayer de cerner ce phénomène d'une intelligence connective qui essaie de donner du sens au bordel du monde. Les livres ne sont pas kitsch, bien au contraire, c'est une invitation à la lecture et au partage. Je vous invite alors, merci chère Claire, je vous invite. Bonsoir Claudine. Donc on est dans la phase de partage, il me reste encore quelques minutes et je vois ceux qui partagent. Pour l'instant, personne n'a partagé, donc appuyez sur le bouton partage, que je vois qui partage. Il y aura des médailles, je vais donner des médailles. Il y aura une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Voilà. Donc on verra qui va les gagner, mais ça commence par partager évidemment. Alors voilà, je fais pareil d'ailleurs, je vais moi-même partager. Je vais, hop, excusez-moi, petit temps de latence. Mais c'est très important qu'on soit le plus nombreux possible. Hop. Alors comment vous allez pendant que moi je bidouille, vous pouvez quand même me répondre. Est-ce que vous vous sentez serein, cassé, fatigué, usé, joyeux, optimiste? Essayez de trouver des statuts un peu plus intéressants que des émoticônes. Essayez de trouver une façon de dire où vous en êtes dans vos pensées, vos réflexions, dans votre intelligence. J'ai vraiment envie de parler de mon livre que je suis en train d'écrire là, mon prochain livre. Bonsoir Laurence, usé. Courage, j'espère que ça va te donner la pêche. Je vais vous parler de mon prochain livre. Ce sera sur les intelligences cybermodernes. Je vais sortir 3 livres dans les mois qui viennent, 3 livres. Il y en aura 2 qui seront, en tout cas c'est sûr, sur e-book. Alors je ne sais pas si vous avez des systèmes de lecture e-book, mais si vous n'en avez pas, ça sera l'occasion de vous y mettre. Et puis il y a surtout 2 livres qui seront un peu des rééditions, mais arrangés autrement. Donc on redécouvrira, pour ceux qui ont lu Je t'aime, il n'y en a pas beaucoup non plus qui ont lu Je t'aime ou Mai 68. Et par contre, un livre que j'écris actuellement intensément. Et voilà, c'est la première fois que je vais écrire un livre en étant connecté avec vous et en vous en parlant. Jusque-là, je faisais des lives à côté des livres. En 2016, j'ai vraiment fait une grande quantité de lives avec pas mal d'entre vous d'ailleurs, dans l'aventure Dream Tanks, génial. Et du coup, je ne parlais pas vraiment des livres que j'écrivais. Donc là, maintenant, j'ai la maturité dans l'écriture pour pouvoir un peu vous partager le fruit du travail que je suis en train de faire. Alors je partage moi-même, bim, voilà, et on va commencer dans 2 minutes. Sereine et heureuse Sylvie, mais quelle chance. Voilà, dites-moi comment vous allez, que je prenne le pouls un peu
de tous mes copilotes là qui sont là et qui me font le bonheur d'être là et de partager ce live. Et voilà, n'hésitez pas encore une fois. On partage. Bam. Et encore un petit coup. Quelqu'un peut partager sur Néo-Résistance, s'il vous plaît? Porté par ma mission de hussard noir, voilà comment je me sens. Super. Endormi. Bah oui, je suis désolé, c'est un peu tard. Hein. À minuit, on arrête tout, hein, donc ça va pas dépasser minuit. Salut Haroun. Positive et enjouée pour ce live qui sera riche. Waouh, tu me mets la pression. Alors, on partage bim bim. Voilà, je crois que c'est bon. Moi, j'ai fait ma part. J'ai partagé 5 fois. Et vous, vous avez partagé combien de fois? Il faut partager au moins 5 fois. Hein, vos pages, vos groupes, vos amis, vous balancez la vidéo 5 fois. Je vois que Laurence, tu partages vraiment médaille d'or. Et Liliane, tu partages, tu as déjà partagé 2 fois. Alors vraiment, Liliane, c'est toi qui gagne. Donc Laurence, médaille d'argent, Liliane, médaille d'or. Ah non, Laurence, elle t'a battu. Bon, vous êtes 2 médailles d'or là. Mais il n'y en a que 2, ça va pas. On est 27, il faut encore plus partager. Souvent, il y en a qui partagent et après qui me disent qu'ils ont découvert leurs amis autrement dans le live. Donc c'est ça qui est plaisant. Dans ce live, j'aimerais parler un peu de modernité et des grandes inquiétudes qu'on a tous sur les intelligences. Je mets un pluriel parce que dire l'intelligence artificielle, je trouve ça un peu réducteur. Il y a une explosion extrêmement féconde de tentatives d'approches totalement différentes. Certaines approches sont anthropomorphiques, essayent d'imiter l'être humain et misent sur notre capacité anthropomorphique à humaniser la machine. C'est notamment les intelligences artificielles qui entrent en corrélation avec, par exemple, pour l'instant, des personnes âgées et qui jouent sur la fibre affective et un peu comme un animal de compagnie un peu plus évolué ou un peu moins évolué, chacun mettra les critères qu'il voudra. Donc là, on est dans une intelligence artificielle qui apprend à imiter l'homme. J'appelle ça une intelligence artificielle émo-mimétique, émo de émotion. Donc, on aura ça. Et c'est très important, les intelligences artificielles émo-mimétiques ou anthropo-mimétiques qui imitent les sentiments humains. C'est pas simplement anecdotique pour des petits vieux et des petites vieilles dans des maisons de retraite. Hein. Et c'est pas non plus, je dirais, pour avoir des interfaces comme OK Google. OK Google, tu es là? Bonjour, oui, je suis là. Comment puis-je vous aider? Mets le volume à 10. Dis bonjour à mes amis. OK Google, dis bonjour à mes amis. Excusez-moi, je ne comprends pas. Que comprends-tu? OK Google, que comprends-tu du monde? Excusez-moi, je ne comprends pas. Voilà, on en est là, hein. On en est là encore. Hein. Vous avez des questions à poser à Google? OK Google, qui est Claire Austral Martin? Et là, c'est le bug. Désolé Claire, t'as fait bugger Google. OK Google, qui est Laurence Rognien? Excusez-moi, je ne comprends pas. Voilà, on en est là mes amis. Siri est plus réactif. Non, ça peut être bien. OK Google, qui est Théodule Ribaud? Et là, c'est le bug. OK Google, qui est Théodule Ribaud? Selon Wikipédia, Théodule Armand Ribaud, né à Guingamp le 18 décembre 1839 et mort à Paris le 9 décembre 1916, est un philosophe et professeur au Collège de France. Tu peux m'en dire, OK Google, tu peux m'en dire plus sur Théodule Ribaud? Je ne sais pas comment vous aider, malheureusement. OK Google, parle-moi du signe du lion en astrologie. OK Google, parle-moi du signe du lion en astrologie. Et là, c'est le bug, mais je suis toujours en train d'apprendre. Voilà, cette petite phrase que j'essayais d'avoir avec vous est fondamentale. C'est le bug, je ne sais pas, je suis nul, mais là, je suis toujours en train d'apprendre. Voilà, retenez bien cette phrase. C'est la phrase qui est à l'opposé de ce qu'on nous inculque dans l'éducation nationale.
On nous inculque quoi dans l'éducation nationale? On nous inculque qu'il y a un moment où on arrête d'apprendre. Il y a un moment où on a un diplôme. Il y a un moment où on a un certificat. Il y a un moment où on a suffisamment gavé notre encéphale d'une érudition plus ou moins utile, et on passe à la vie active, et là, l'apprentissage, finalement, ça se fait sur le tas, c'est une autre qualité d'apprentissage, et le « je suis toujours en train d'apprendre » n'est pas valable. Et il y en a qui poussent même le vice dans cette institution bureaucratique, avec aussi des gens géniaux et absolument admirables, évidemment, hein, je ne critique pas les individus, je critique un système. Eh bien, il y en a qui poussent le vice jusqu'à se dire, finalement, les élèves jouent leur vie future avec nous. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre là, ils ont une sorte de bénédiction d'avoir du temps libre, rien que pour apprendre, du temps obligatoire, mais pour apprendre. Et ils vont jouer leur vie là, en fonction des diplômes, etc. Ce qui met une pression énorme sur les élèves qui ont l'impression de jouer leur vie avant 20 ans. Voilà. On apprend à nos élèves de toujours apprendre. Voilà. Alors, je sais bien, Marie, non mais tu as raison. Je sais bien que les bons profs, c'est ceux qui justement font comme Google. On apprendra toujours et qui montrent que l'apprentissage est un besoin fondamental de l'être humain et une nourriture absolument essentielle. Mais le système lui-même ne fonctionne pas du tout comme ça. Par la notation, par des matières, un choix de matières qui sont complètement déphasés par rapport au monde là maintenant d'aujourd'hui, qui est l'entrée, on peut la qualifier comme ça, depuis une dizaine d'années, l'entrée dans la cybermodernité. Le OK Google, là je m'amuse avec vous, mais il est en train d'apprendre, et dans 5 ans, il va savoir répondre à beaucoup plus de questions, et on ne l'aura pas dans une petite boîte, il est là, je l'ai activé parce que j'ai prononcé le mot magique, le sésame ouvre-toi. Ça ne sera pas juste une petite boîte posée sur un coin de bureau, ça sera extrêmement portatif, montre, lentilles, tout ce que vous voulez. Donc l'érudition proprement dite, c'est-à-dire 85% de ce qu'on apprend à l'école, 85% ça reste quand même de l'érudition, les cours d'histoire, apprendre une langue, érudition ou je dirais réflexe intellectuel, 85% seront totalement inutiles, sont déjà inutiles et les jeunes le savent. Je parlais avec une amie cet après-midi qui me disait « J'ai l'impression qu'on a affaire à une génération sacrifiée ». C'est-à-dire ceux qui ont aujourd'hui 15 ans ont une école nationale totalement archaïque par rapport au monde de demain, où les intelligences artificielles vont envahir bien sûr tous les métiers pénibles, y compris plus ou moins pénibles, comptable, gestion, tout ça, ça sera géré par intelligence artificielle, évidemment. Donc on entre dans une société de loisirs avec des jeunes que l'école ne prépare pas du tout à occuper une vie de loisirs. Qu'est-ce que ça signifie? Occuper une vie de loisirs, c'est-à-dire une vie où il n'y a pas un métier comme on l'entendait avant. À quoi va ressembler le monde de la productivité et de l'entreprise de demain? Et c'est des questions qu'on ne se pose plus, et c'est des questions d'autant plus singulièrement importantes que, que l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles vont évidemment s'hybrider avec nos intelligences. Alors je parlais de l'intelligence hémomimétique, qui imite les sentiments humains. Je disais qu'elle n'est pas, et vous pouvez participer, hein, pas de problème, les enfants s'adapteront, ils ne sont pas bêtes. Oui, alors avec ce genre de raisonnement, Anne, on peut aller loin. Il y a eu des générations stupides dans l'histoire, hein. Ça existe, hein, de créer des générations totalement, pas stupides parce que c'est débile de dire ça, mais totalement conditionnées. Je dirais même, c'est monnaie courante. Hein. C'est monnaie courante. La plupart du temps, quand on parle d'éducation, on parle de propagande. La plupart du temps, quand on parle d'éducation, on parle de propagande. C'est-à-dire, il y a un contenu obligatoire qui a été décidé, qu'on va mettre dans la tête des jeunes. On parle très très peu d'une éducation qui laisserait aux jeunes la possibilité d'aller vers leurs désirs, vers les besoins réels de la société. C'est de la propagande, plus ou moins politiquement correcte, humaniste ou carrément dictatoriale. Mais, donc la machine éducative, la machine école a pu produire des générations entières totalement déphasées. Ça a existé à toutes les époques et notamment avec la massification de l'éducation. Aujourd'hui, on peut dire les jeunes vont se débrouiller, ouais, ils sont cool les jeunes, je trouve que c'est
En fait, ça a l'air d'être un optimisme, mais en fait, c'en est pas un. C'est en fait se défausser de ses propres responsabilités d'éducateur, car je considère tous les adultes de plus de 30 ans comme des éducateurs. Tous les adultes de plus de 30 ans. C'est pas les professeurs qui sont les éducateurs, c'est tous les adultes de plus de 30 ans. Tous les adultes qui sont vieux, en fait, tout simplement. Dès que vous avez plus de 30 ans, vous devenez éducateur. C'est-à-dire qu'un jeune dans la rue, vous pouvez normalement, si on est dans un monde un peu moins individualiste, on devrait pouvoir parler à n'importe quel jeune, parler avec courtoisie, respect, amour, tout ce que vous voulez, mais on devrait pouvoir leur parler et pouvoir éduquer ces jeunes. Voilà. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à force d'avoir cette idée que tu disais, Anne, les jeunes de toute façon, ils vont se débrouiller, au bout du compte, les adultes de plus de 30 ans, les grands, se défaussent de leurs responsabilités en disant les jeunes ont une sorte de plasticité naturelle et ils vont se débrouiller. Non, ils vont pas se débrouiller. Les jeunes, ils vont être conditionnés au monde marchand, qui lui ne fait pas comme tu fais, Anne. Je te prends un peu à part, je sais que je force un peu ta pensée, mais c'est pour faire débat. Les jeunes vont être livrés, d'ailleurs ils le sont déjà, au monde des marchands d'âmes. Au monde ce qui s'appelle des sorciers et des sorcières. Hein. Le sorcier et la sorcière, c'est le marchand d'âme. C'est-à-dire des gens qui vont hypnotiser, conditionner la jeunesse pour servir leurs intérêts corporatistes, leurs intérêts sectaires, leurs intérêts mercantiles, leurs intérêts politiques. Et la jeunesse n'aura pas d'anticorps spécifiques là-dessus. C'est pas sur Internet avec OK Google que les anticorps vont être donnés. Donc je crois vraiment qu'on a une immense responsabilité, nous les plus de 30 ans, non pas à éduquer cette jeunesse qui rime à rien. Et là, c'est le bug. Et là, c'est le bug, c'est génial, ça va m'accompagner tout le temps. Donc on a une immense responsabilité à accompagner toutes les jeunesses, évidemment. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a toute une partie des plus de 30 ans qui disent finalement les jeunes vont se débrouiller, il y a la garderie, parce que l'école c'est quand même la super garderie. On est bien, tout va bien, on est dans le camp du bien et voilà, on n'en parle plus. Donc ça c'est juste donner les jeunes finalement au conditionnement de la société en disant ils vont être ostracisés s'ils n'ont pas ce conditionnement, autant qu'ils restent avec leurs camarades dans le même jus générationnel. Et puis il y a ceux qui ont compris l'enjeu et qui éduquent super bien leurs enfants pour les adapter à une société où on apprend toujours. Et évidemment, ça risque de faire des grandes différences. C'est-à-dire qu'on a des parents, mais alors du coup, c'est plus j'éduque tous les jeunes, c'est j'éduque, je me contente d'éduquer les miens. Ça, on l'a, ce discours-là. Il est là, il est partout présent. Il est là. J'éduque les miens, je leur donne les anticorps culturels, je leur donne finalement ce qu'une société de loisirs doit avoir pour être viable. Une société de loisirs où les intelligences artificielles s'occupent du gros du troupeau grisailleux du travail, c'est-à-dire une société qui propose des nourritures culturelles. Je ne vois pas une société de loisirs qui ne proposerait pas des nourritures culturelles, des nourritures à produire et des nourritures à manger, des nourritures à produire en tant qu'artiste ou homme ou femme de culture et des nourritures à ingérer en tant qu'amateur au sens fort de la passion du terme. C'est une société de loisirs qui serait du pain et des jeux et qui serait une sorte de foire à l'hypnose. Et elle existe, elle est en train de se fabriquer, cette société de loisirs. La foire à l'hypnose, elle est là. Je parlais de sectes, on les a sur Internet, on a eu nos jeunes qui se sont retournés contre nous et qui se sont suicidés en emportant plein de gens avec eux. Bon, ils se débrouillent les jeunes, bah oui, mais ça donne ça. On a maintenant des jeunes qui s'abrutissent devant des séries qui sont très bien faites, hein, les séries. Mais nous, quand on regarde une série qu'on a plus de 30 ans, c'est pas pareil qu'un jeune qui a 12-15 ans et qui regarde des séries, c'est-à-dire un état d'hypnose absolument non créatif. Et finalement, ça occupe. Une fois que l'ordinateur et les intelligences artificielles s'occuperont de la société, de la marge de la société, les séries sont un élément dans le dispositif du spectacle extrêmement important. Extrêmement important. C'est-à-dire que ça nous abrutit. Et finalement, vous êtes déjà dans Matrix. Matrix, qu'est-ce que c'est ? Matrix, vous vous rappelez, hein, la machine qui utilise l'homme comme une pile, et donc l'homme, on lui demande juste de vivre et puis de mourir, mais on s'occupe de tout. L'intelligence artificielle s'occupe du reste, donc on reste dans des cocons, on n'accède même pas à la conscience, on est dans un monde imaginaire, virtuel, et en fait, c'est quoi Matrix ? Matrix, c'est des hommes qui sont devant un écran toute leur vie, et qui regardent des séries américaines. Voilà. Et la machine s'occupe du reste. Et il y a le salaire universel, et on s'hypnotise dans une sorte de culture non critique,
non politiques, c'est-à-dire une série américaine. Le propre d'une série américaine, même quand elles sont politiques et critiques dans la série américaine, elles ne poussent pas à l'action et à la critique dans la vraie politique vivante. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, je dirais même ça décharge. Quand on voit une série hyper à gauche, hyper vent debout contre les injustices, finalement, est-ce qu'on va dans la rue? Est-ce qu'on a envie de manifester sa colère et de néo-résister au monde d'aujourd'hui? Voilà, donc c'est intéressant. Alors, pour parler des intelligences artificielles, il faut comprendre que tout va se jouer dans l'hybridation avec nos intelligences. Il n'y a pas d'intelligence artificielle autonome qui tomberait du ciel. Elles sont elles-mêmes. Tu parles de la création musicale par une intelligence artificielle. Elle existe déjà. Stromae a sorti un album assisté par ordinateur. Et il y a des très très bons aujourd'hui logiciels qui permettent de faire des miracles au niveau de la musique. Enfin, c'est déjà là. C'est déjà là. Et on peut en faire au kilomètre, et ça se fait tout seul. Et il suffit de faire un peu baisser les attentes du public, parce que les goûts vont être adaptés à la production de l'intelligence artificielle. Nous, on résiste encore, parce qu'on aime certains types de musique faits humainement, on aime le rock, on aime quand... Mais dans un siècle, dans 50 ans, dans 30 ans, quand la production culturelle sera prise en charge par l'intelligence artificielle, l'être humain sera adapté pour apprécier. Et les Mozart de demain seront des intelligences artificielles, ce ne seront plus des êtres humains. Ou des êtres humains, parce qu'il faut peut-être une icône qu'on puisse un peu s'identifier, mais totalement assisté par des programmes, des ordinateurs, voilà. Et c'est déjà là, c'est déjà un tout petit peu le cas. On va s'émouvoir de production par intelligence artificielle. Les dernières, ce sera la philosophie. Les dernières productions, la poésie, c'est très facile. Avec des théories comme le surréalisme, on peut produire déjà des très très beaux poèmes. L'écriture automatique, c'est facile, hein, c'est pas compliqué pour une intelligence artificielle. Mais la philosophie, ça va être le plus compliqué. C'est pour ça que je m'attelle, vous le savez bien, à la construction d'une intelligence artificielle philosophique dans le but d'explorer cette piste et de voir quelles vont être vraiment les résistances de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va arriver à créer un Socrate virtuel ou pas? Et quelles sont les conditions de possibilité de l'émergence de ça? Vous voyez un peu le pari. Donc, l'intelligence artificielle est déjà hybridée à nous. Je veux dire, votre intelligence personnelle, elle vient beaucoup moins de ce que vous avez appris à l'école, une fois que vous savez lire, et ça suffit. Je dis même pas compter, parce que maintenant, plus personne ne compte. Compter, ça s'appelle ouvrir son portable et taper le calcul. Le marchand, il tape sur sa caisse. Plus personne ne compte. Quand je dois faire des multiplications, je marque un temps d'arrêt. Enfin, plus personne ne compte. C'est-à-dire, toutes les mathématiques qu'on apprend soi-disant pour nous former l'esprit sont totalement inutiles. Sauf si on veut être, je sais pas, on veut être ingénieur à 14 ans. Oui, là, effectivement, c'est très utile d'apprendre les mathématiques, mais totalement inutile. Alors, je sais que c'est très choquant de dire ça. On nous a tellement conditionnés avec les mathématiques. Je prends les mathématiques, mais je pourrais prendre l'anglais. Apprendre l'anglais aujourd'hui, c'est très important, etc. Mais très vite, on aura des intelligences artificielles qui seront beaucoup plus performantes que les cours que l'on a en classe commune, où il y a toujours des nuls qui font baisser le niveau, des gens qui sont bons qui sont lassés. Enfin, on va avec Google et autres, on aura des méthodologies extrêmement fortes, et puis des correctifs à même notre voix qui vont corriger nos tournures. Donc voilà, donc tout est à revoir, tout est à repenser. L'intelligence artificielle, on l'a déjà avec nous. Je suis un immense calculateur parce que j'ai une calculatrice dans mon smartphone. Donc je suis un immense calculateur. C'est ce qu'on appelle en anglais le meta-knowledge. Le meta-knowledge, c'est la connaissance de quelqu'un qui connaît. Si je connais aujourd'hui, grâce aux technologies de communication, quelqu'un qui connaît, alors je peux dire que je connais presque. Vous voyez ? C'est ça l'intelligence connective et pas collective. L'intelligence connective, c'est la capacité que j'ai à pouvoir me connecter à quelqu'un qui sait quand je ne sais pas. Et donc ça étend de façon exponentielle mes capacités. Par exemple, si je veux des choses en astronomie, connaître des choses dans un domaine de spécialité qui n'est pas le mien, et bien très simplement, je vais d'abord aller sur Internet, donc je vais avoir une intelligence connective en me connectant et en lisant des choses, plus ou moins de vulgarisation, en regardant plus ou moins des vidéos, faire ma tambouille, ce qui ne s'apprend pas à l'école, et là l'école va devoir évidemment travailler ça au corps, l'ordinateur au corps, comment on surfe sur Internet, ça devrait être une matière enseignée, hein, la nexologie, c'est-à-dire la matière des nœuds, des réseaux, la matière du réseau. Une discipline qui consiste à savoir se connecter, comment on se connecte, comment on prend de l'information, etc. Donc,
Donc déjà, mon intelligence, elle est déjà artificielle. Elle est déjà connectée, en tout cas hybridée avec la machine. Vous voyez alors, je ne vous parle même pas qu'on aura des assistants, et on les a déjà au travail. Alors, il faut que je prenne un peu vos commentaires quand même, c'est un peu le but de cette agora. Et on continue de discuter sur ce sujet, j'espère que ça vous intéresse. Alors, j'en suis pas encore à l'intelligence cybermoderne. Je vous parle encore des intelligences artificielles. Et s'il y a une coupure de courant? Il n'y aura pas de coupure de courant. Alors oui, toute l'école aujourd'hui est fondée sur le mythe de Robinson. Robinson est extrêmement important, c'est fondamental pour comprendre pourquoi on fait des maths à l'âge de 10 ans. Alors que du codage informatique suffit, c'est bien d'avoir de la pensée abstraite, mais il y a plein d'autres matières qui président à la pensée abstraite. On n'est pas obligé de faire du sinus ou du cosinus en troisième ou en seconde. Robinson, ça veut dire qu'un jour, on sera seul sur une île déserte et qu'on devra se débrouiller. Vous savez, Seul au monde, Castaway de Zemeckis rejoue un peu ce mythe-là. Pendant 4 ans, on nous montre un Robinson. C'est un mythe, ça n'existe pas. Il faut vraiment qu'on arrête avec ces fictions-là. Mais c'est des fictions qui entretiennent, qu'on doit avoir en bagage. Pour être vraiment, pour pouvoir parer à toute éventualité, on doit recevoir en bagage toute l'éducation de tous les temps, les mathématiques, parce qu'un jour on va être seul au monde et qu'on va devoir se débrouiller sur une île déserte et que quelques connaissances de mathématiques, bon, ceci dit, mathématiques, bon, ok, en tout cas seront très utiles. Voilà, on devra recracher toute la science depuis des siècles de science à nous tout seuls. C'est une fiction, ça n'existera jamais. Voilà. Et on l'a dans la tête, cette fiction. On a, si je suis tout seul sur une île déserte, je pourrais quand même me parler anglais, je pourrais quand même me rappeler de l'histoire humaine, je pourrais quand même... Voilà. Mais c'est une fiction, ça n'existe pas. Vous serez tout le temps et de plus en plus connecté à 40 000 possibilités de connexion, d'ordinateur. Vous claquerez du doigt, vous aurez du OK Google vachement intelligent. Et ça, c'est dans quelques années. Ça y est, on y est, on est là. Donc, l'éducation nationale doit proposer une école adaptée à ce monde-là et pas au monde ancien. On a des décennies de retard. La France est totalement à la traîne là-dedans. On ne sait pas travailler en équipe. Alors qu'on sait que c'est l'ingrédient et la compétence demain qui sera recherchée. On ne voudra pas des intellos dernier cri, on voudra des gens capables d'être en équipe. Regardez aujourd'hui comment on crache sur le management. Le management, il y a plein de critiques à faire sur le management, bien sûr. Ça peut être extrêmement violent. Mais s'il y a quelque chose qui se joue dans la notion de management qui est quand même intéressante, c'est comment on bosse ensemble. Comment on travaille ensemble. C'est ça qui me passionne dans cette question de management. C'est pas tellement de donner des conseils, j'en donne, puisque je fais des conférences, mais c'est pas ça qui me passionne. Ce qui me passionne dans la question de management, c'est comment on bosse ensemble en équipe avec des plans, des projets, des objectifs et devoir se coordonner pour que les intelligences puissent donner quelque chose qu'une machine ne peut pas donner. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment intéressant, mais ça c'est des notions qui ne sont pas abordées à l'école. Alors qu'en fait, on a un groupe qui se déplace tous les matins à 8h du matin pour être les fesses sur une chaise, à être ensemble. Et on évalue individuellement des élèves qui sont pourtant tous rassemblés en écoutant le maître. Ce serait idéal pour travailler l'intelligence collective, mais à 2500%. Je prends un peu vos commentaires. Oui, méthodologie de la recherche, tu dis, Anne, je pense que c'est ça l'avenir de l'école. Je pense qu'il faut mettre la méthodologie de la recherche dès la classe de 4e ou de 5e. Voilà. Dès la classe de 4e ou de 5e. La recherche, bien sûr. La société de loisirs aura besoin de ça. Et Internet nous prédispose à ça. Donc, tous philosophes, la jeunesse doit être philosophe. C'est sa seule possibilité de résister à des intelligences qui seront beaucoup plus compétentes en termes de performance et de rendu. Et donc il faut développer le jugement critique, il faut développer la pensée critique, il faut développer cette capacité à chercher et cette capacité à fédérer des équipes pour être dans des constructions apprenantes. J'apprends toujours, voilà, pour le mettre en pratique. Comment naître et vivre et mourir sans y penser. Voilà, un album, tu nous dis Laurence qu'un album vient d'être créé par intelligence artificielle. Tu parles de la création 1, alors j'ai lu ça. Je reprends vos questions. Il faudrait que le manager ne soit pas plus valorisé que les membres... Non mais on est d'accord. On est d'accord que l'entreprise sociale et solidaire, c'est le modèle. On est d'accord, et il n'y en a que 10%, on est d'accord que quand c'est de l'entrepreneuriat social, c'est encore mieux. Et on est d'accord que la coopérative, c'est un magnifique modèle. On est d'accord.
je crois qu'il faut, à un moment, on est d'accord. Je suis pas, évidemment qu'on est d'accord. Donc, toujours réduire le mot management comme une sorte de réflexe instantané, mon Dieu, c'est vrai que c'est la réalité de pas mal d'entreprises et que c'est une immense souffrance. Et on est d'accord avec ça. Et il faut lutter contre ça. Mais comment lutter contre ça? C'est en proposant d'autres types de management. Ou alors carrément on réforme tout et puis on vit dans une société agricole. Voilà. Mais, donc plutôt que de cracher sur le management en disant c'est le capitalisme, c'est etc. Essayons de voir les alternatives possibles, les tentatives possibles, parce qu'elles sont honnêtes. C'est ça qui m'agace dans un réductionnisme qui voit dans l'entreprise la seule rentabilité et que ça. Dans ce réductionnisme, on a cette idée que le management est voué à être forcément une arnaque organisée avec des modes successifs qui... Et oui, il y a ça, il y a des modes. Mais s'il y a des modes successifs, c'est pas parce que des consultants veulent lancer des modes pour se faire du blé. Ça, c'est juste la conséquence, bien sûr. C'est parce qu'il y a un désarroi. Il y a un désarroi sur le management. Et pourquoi il y a un désarroi ? Il y a deux raisons, à mon avis. Il y a la première raison qui est cynique. C'est vrai qu'on veut presser au maximum les salariés pour en tirer le plus de jus sans les payer ou en les payant pas assez. Donc là, on est vraiment dans de l'entrepreneuriat très méchant, très cynique, très capitaliste, avec des actionnaires qui demandent. Donc c'est un type, et ça, il faut le condamner. Je suis le premier à me révolter contre cette chose-là. Mais c'est pas le tout de l'entreprise. Et c'est beaucoup plus intéressant de se dire qu'il y a des tentatives audacieuses des patrons, des dirigeants, des salariés, des employés qui ont une autre vision des choses et qui essayent d'appliquer ces expériences. Vous voyez ? Donc c'est comme si on condamnait l'école définitivement sans voir toutes les tentatives expérimentales de pédagogie alternative. Ce qui est intéressant, c'est les pédagogies alternatives, de voir comment elles peuvent devenir efficaces. Et voilà, vous comprenez un peu. C'est de la nuance. Mais en fait, c'est assez simple ce que je raconte. Je ne crois pas dire des choses si énormes que ça. Mais avec un certain public, quand vous dites ça, vous êtes dans le camp des actionnaires, du capital. Voilà. Et donc, c'est un réflexe. Ça tue la pensée de gauche. Ça tue la pensée de gauche. Ces gens qui font ça se disent amis de la gauche. Et même d'une gauche radicale. Et je pense que c'est des ennemis. Et je pense que c'est des idiots utiles d'une réflexion qui veut mettre l'humain au centre des choses. C'est très très dangereux parce que à dire l'entreprise c'est la mort, c'est le mal, ça ne veut que la rentabilité, on se prive d'une véritable réflexion sur l'entreprise. Et d'ailleurs ce que je fais dans les débats comme ça, c'est que je dis alors tu proposes quoi? Et là c'est le vide. Et on propose des solutions qui ont été tentées au 19e siècle par une petite communauté, voilà. Et on vient au communautaire, un truc complètement utopique, irréaliste, et totalement pas en phase avec ce qui va nous arriver, c'est-à-dire une suppression du travail par l'intelligence artificielle. Évidemment, c'est déjà là. C'est déjà là. Colossal. Oui, l'entreprise libérée, ben, c'est passionnant de voir les tentatives. Je ne prêche aucune chapelle. J'ai moi-même une façon de présenter un nouveau management, puisqu'on me sollicite de façon très aiguë, parfois angoissée, en disant sauvez-nous la vie. Alors, évidemment, je ne suis pas un Deus ex machina, je n'arrive pas avec des solutions miracles, mais on m'a sollicité, donc je mets en place depuis pas mal d'années ce que j'appelle le management complice. Management complice, c'est-à-dire un management où on est en lien de complicité avec l'équipe et on est dans le même bateau, dans le même bateau, dans la même barque. Donc une interdépendance, qu'est-ce que ça veut dire? Mettre l'émotion, donc si on met l'humain au centre, c'est qu'on met l'émotion au centre. Ne pas psychologiser, mais regarder les liens politiques. Enfin, bon, je pourrais vous détailler ça dans un autre live. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est les tentatives. Et il y a des entrepreneurs, parce que c'est eux qui ont les leviers de décision, pour l'instant, qui jouent le jeu, qui acceptent ça avec des vraies réussites, mais évidemment, c'est des réussites qui sont contre-intuitives parfois, qui sont à rebrousse-poil des grands modèles qu'on nous vend par des grands cabinets de consulting qui sont des modèles où l'être humain est interchangeable, parce que c'est ça aussi que l'on crée, c'est de l'interchangeabilité. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille et qui sait qu'il est totalement jetable et interchangeable ne peut pas ressentir de la dignité dans son travail. Et ça nuit à l'intelligence, ça nuit à son intelligence humaine spécifique, je vais venir à ça. Alors... Voilà, on doit apprendre, tu dis Anne, on doit apprendre à se servir de l'intelligence artificielle, pas à en avoir peur. Oui. Eh bien, oui, mais alors pour ça, pour ne pas en avoir peur, il faut comprendre qu'elle est déjà là. Voilà, elle est déjà là.
elle est partout. Et ce que j'appelle l'intelligence cybermoderne, ce que j'appelle la cybermodernité, c'est depuis 10 ans un phénomène qui a lieu notamment avec les smartphones. La cybermodernité, c'est vraiment les smartphones qui amènent ça, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des ordinateurs portatifs en permanence, consultables en permanence. Cette obsession d'ailleurs qui nous plonge dans une malédiction profonde, un deep curse, une malédiction profonde de sentir qu'on n'est plus dans le réel et que le virtuel compte presque plus maintenant que le réel. Je pense que ce cap du virtuel qui compte plus que le réel, il est franchi maintenant. Je pense vraiment, sincèrement, que dans nos existences, en tout cas dans ceux des jeunes, je pense que le réel et le virtuel ont autant de poids. Et que pour connaître l'identité de quelqu'un, on a aussi besoin d'aller voir ce qu'il produit sur Internet, ses réseaux, son existence sur Internet, et pas simplement discuter avec lui autour d'un café. Donc aujourd'hui, le réflexe de l'intelligence humaine dans les démocraties modernes et technologiques, c'est de tout le temps utiliser son smartphone quand il faut produire une intelligence humaine. Tout le temps, quand je dois produire une intelligence humaine, je regarde un synonyme sur j'ai tous les dictionnaires du monde, je regarde des articles, j'ai accès à l'information, j'ai accès au contenu, je dessine, je crée, je peins, je me fais des mises en page, je fais des montages vidéo. Je suis déjà dans le cyber et je partage, et je dis j'ai un problème, ma communauté, aidez-moi, mon écosystème. L'écosystème, c'est nouveau, mais c'est comme ça que maintenant l'identité va se construire en lien et en partage. C'est tout à fait nouveau. Nous, on est de la vieille école, les plus de 30 ans, mais les moins de 30 ans, c'est par écosystème qu'ils vont fonctionner. Ça, c'est l'intelligence cybermoderne. Cyber qui signifie le monde du virtuel et la modernité qui est dépassée parce qu'il y a une hybridation entre le virtuel et le réel dans une société que je qualifierais de translucide, c'est-à-dire où les choses ont l'air beaucoup plus fluides, beaucoup plus transparentes, mais c'est une illusion. Translucide, extralucide, c'est véritablement une illusion d'accessibilité. Évidemment, les accès ont changé de perméabilité. C'est un peu compliqué, excusez-moi. On est dans quelque chose que Richard Texier, mon ami peintre avec lequel j'ai visité l'exposition Gauguin, c'est le dernier live que j'ai fait, il est sur ma page, vous pouvez aller le voir, appelle l'élastogénèse. Qu'est-ce que c'est l'élastogénèse? C'est un mot nouveau qui signifie la production de quelque chose d'élastique, vous voyez, quelque chose de ductile. Et l'élastogénèse, lui, il a carrément une vision magique, une pensée magique de l'élastogénèse, c'est la vie elle-même. C'est presque une composante essentielle de l'univers au même titre que l'énergie, que la matière. C'est même l'esprit de la matière. Il a une vision presque panthéiste de l'élastogénèse. Moi, je ne suis pas encore là, à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est musical, l'élastogénèse. L'élastogénèse, c'est ce que j'appelle... Enfin, l'élastogénèse, c'est cet enlacement du monde, ces choses qui s'affinent. Comment dire, c'est un mode opératoire de l'univers lui-même, vous voyez, et tout ce qui est du côté de la vie, c'est élastogène. Ça produit cette souplesse. C'est une sorte de théorie du mou qui nous dit que le mou est plus fort que le dur, et Lao Tse le disait déjà dans Tao Te Ching. C'est la théorie de la souplesse. Alors bien sûr, quand on met le mot flexibilité, on se dit oh là là, travailleur jetable, etc. On a des réflexes là aussi sur ce mot. Donc mais c'est la flexibilité ontologique qui concerne l'être, c'est pas la flexibilité dans le monde du travail. Mais ceci dit, on y est déjà. On est déjà dans ces identités élastogéniques, on est déjà dans un art élastogénique, c'est-à-dire un truc de la transformation, on peut appeler ça mélange si vous voulez. Mais c'est un mot intéressant parce que c'est un mot qui a une prétention en lui-même scientifique. Et donc c'est un mot qui veut compter. Je vais vous dire très simplement, selon mes mots et mes termes et mes équations, l'élastogénèse, c'est quand le charme l'emporte sur le choc. Voilà. Quand on a plus de 50% de charme, c'est-à-dire le charme, c'est la vie, le charme, c'est l'autorégulation de la vie, la capacité à s'adapter souplement, la capacité à être dans la rondeur, dans l'enlacement. Quand il y a des enquistements, quand il y a des raideurs, la vie vient se mettre autour, vient les enrober, et va dissiper les enquistements du réel. C'est ça l'élastogénèse. Vous comprenez un peu? C'est cette patte de la matière même. Il y a des relations qui sont élastogéniques entre les êtres. C'est quand le charme l'emporte sur le choc. Le charme au sens de magie, au sens de magie forte. C'est quand à chaque fois c'est la vie qui l'emporte. Et donc la création, le mélos, l'improvisation, on sort des procédures, on sort des rails, élastogénique. Voilà. Et je pense que dans une société de loisirs, on aura besoin de cette élastogénèse. Et je pense que cette symbiose entre intelligence artificielle et humaine doit se faire dans l'élastogénèse et pas dans la contrainte.
L'élastogénèse, c'est la malléabilité permanente de ce qui vit. À l'inverse, quand le choc l'emporte toujours sur le charme, ça casse, ça rompt, ça brise, vous voyez. Alors que le charme, lui, il va étirer, il va élargir, il va assouplir, voilà. Théorie de la guimauve, si vous voulez. Sauf que la guimauve, à un moment, elle rompt, voilà. Donc, c'est cette création d'élasticité, voilà. Et le cerveau est élastogénique, et même élastogène. Hein. Notre cerveau, d'ailleurs, c'est flasque, c'est gluant, il en parle très bien, il va sortir bientôt un manifeste de l'élastogénèse. Et on a affaire à, évidemment, en art, c'est extraordinaire, c'est carrément un nouveau courant. Hein. Il y a eu le surréalisme, et là, maintenant, il y a l'élastogénèse. L'élastogénèse, c'est cette idée que l'on rend à la vie sa ductilité, sa malléabilité, son caractère mutagène, vous voyez, son caractère est à l'opposé de ce qui casse, de ce qui rompt, etc. Voilà, et élastogénique, c'est avec hygiénique. Bof, élastogénique, ça rime avec artistique, hein, si tu préfères. Hein. C'est pas un argument, ça. Alors, élastogénèse, ça serait un bon thème pour les ateliers des beaux-arts. Oui, tout à fait. Il faut être capable. Alors, Anne, tu participes à fond, c'est bien. Alors, les autres, n'hésitez pas, vous êtes 40, n'hésitez pas à poster les choses. Donc voilà, on partait de l'élastogénèse, donc c'était assez peut-être un peu technique, je ne sais pas, dites-moi comment vous voyez la chose. Mais c'est ça. Donc, la cybermodernité, comment on peut la définir, c'est-à-dire notre monde, hein, on n'est plus dans la modernité classique, performance, contrôle, production. On n'est plus dans la post-modernité non plus, ou même l'hypermodernité. Donc post-modernité, c'est Lyotard, on est dans les années 70. Post-modernité et hypermodernité. Hypermodernité, c'est la post-modernité poussée encore plus fort. C'est-à-dire la concurrence, les problèmes identitaires, ne plus savoir qui on est, avoir des complications dans le rapport aux autres. L'hypermodernité, c'est la vitesse, c'est les flux, c'est la quête de sens, c'est l'angoisse de l'individu, c'est l'hyper-individualisme, perdu dans un monde justement où il ne comprend plus rien, il n'y a plus de repères communautaires, les liens se délitent. Les grands mythes, les grands récits fédérateurs s'effondrent. Voilà, là, mais là, tout ce que je vous raconte, c'est déjà plus ça. On n'est plus là-dedans. À un moment, il faut comprendre qu'on n'est plus du tout là-dedans. Je veux dire, je ne pense pas du tout que les jeunes de 15 ans se sentent dans la déréliction existentielle des jeunes de 15 ans il y a 20 ans. Plus du tout. Je veux dire, le smartphone a tout changé. La connexion avec une cybercommunauté a tout changé. Le fait qu'il n'y a plus d'ennui possible, ou en tout cas l'ennui est très vite dissipable, même la concentration devient peut-être très dure, a tout changé. La possibilité de partager sa vie et sans avoir honte et qu'il y a un intérêt et qu'il y a un feedback, ça a tout changé. L'individualisme n'existe plus. On n'est plus du tout dans un hyper-individualisme pour la génération qui arrive. Plus du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, la valeur argent s'effondre. Elle qui était au pinacle dans les années 90 s'effondre complètement. Quand vous interrogez les jeunes, ils veulent évidemment être payés, mais ils veulent surtout partager, vivre des moments forts, vivre des choses partageables dans leur réseau pour pouvoir... C'est l'élastogénèse. Hein. On est vraiment dans une génération élastogénique. Voilà, élastogénique. Donc, on n'est plus dans l'hypermodernité, on est au contraire dans ce que n'a pas pensé l'hypermodernité, c'est-à-dire la fin de l'individualisme. La fin de l'individualisme et l'hybridation avec quelque chose d'étrange qui est une intelligence artificielle apprenante, avec toutes les possibilités de l'intelligence artificielle, notamment une centrale, j'en viens à ce commencement, qui est l'émomimétisme. Émotion, mimétisme, imiter. L'émomimétisme, imiter les émotions humaines, je vous le disais, je finis ma phrase qui a duré une demi-heure, c'est la possibilité, bien sûr, pour la machine d'imiter les émotions humaines, mais surtout de nous bluffer complètement. Et on va plonger dans ce bluff. Le film Her, vous l'avez peut-être vu, nous raconte que ça. L'homme tombe amoureux de son système d'exploitation avec la voix suave de Scarlett Johansson. Voilà. Et on va tomber amoureux, évidemment. Et Google, je vais même pas le dire parce que sinon il va se réveiller. Quand je dis ma petite formule magique pour OK Google, mets-moi le Jam Radio. Je mets en streaming Jam Radio sur TuneIn. Ah. Un peu de musique. Volume à 5. OK Google.
mets le volume à 5. Pas mal. Bon, alors j'ai pas les volets automatiques, j'ai pas le frigo connecté, bon. Mais j'ai quand même cette petite boîte. Alors, en musique, je vais lire vos questions quand même. Et je finirai ma phrase, parce que tout ça, c'est une phrase. Alors, OK Google, éteins la musique. Vive les créatives et créatifs culturels, je t'écoute Wonder 1, merci Sakitao. Claire, à l'inverse, l'homme pourra-t-il s'émanciper de l'intelligence artificielle? Oui, on peut toujours s'émanciper, mais l'intelligence artificielle va faire notre intelligence. Elle ne sera pas si artificielle que ça. Elle est artificielle dans un sentiment d'étrangeté. C'est-à-dire que pour l'instant c'est vraiment étrange, on a des bestioles, mais quand l'enfant va grandir au milieu de tout ça, il va en faire son écosystème et même son égo-système. Et donc l'intelligence artificielle composera son intelligence. Regardez comment dans une sorte de plasticité cérébrale technophile, les jeunes s'emparent des nouvelles technologies avec une simplicité, comme si c'était l'extension de leur propre cerveau. Donc l'intelligence artificielle sera totalement humaine et humanisée, et ça sera une évidence, et on aura du Google dans la tête si on veut, on pourra changer, il y aura toujours de la résistance possible, il y aura toujours des hackers possibles, etc. Donc vraiment, il y a pas de, nous on s'inquiète parce que pour nous c'est vraiment l'avenir et c'est vraiment une rupture. Et on s'inquiète, moi je m'inquiète vraiment pour nos enfants, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout préparés à ça. Pour l'instant, on est au degré 0 de la préparation à ça. Mais c'est pas qu'un outil, contrairement à ce que je dis, Anne. L'intelligence artificielle, ça sera une partie concrète de notre intelligence, tout comme maintenant le fait de se référencer à Internet fait totalement partie de notre érudition. Ça rime à rien, enfin je pense qu'il y a quelques vieux professeurs poussiéreux dans leurs livres et leurs bibliothèques qui refusent d'utiliser l'ordinateur pour leur érudition. Mais toute ma génération de quadras intello, Internet, voilà, Internet c'est comme on respire. Wikipédia, c'est le truc le plus consulté pour tout le monde. Les jeunes ne s'emparent pas de l'IA, tu brasses du vent. Bah, argumente, je crois... Thinkerview, il faut argumenter, mon ami. Les jeunes ne s'emparent pas de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le propos? Mais je pointe là-dessus parce que je regarde un peu ce que tu fais sur Internet et j'apprécie, donc je suis ouvert au débat. Vas-y, débat, pas de problème. C'est bien un peu que tu sois interrogé aussi. Donc non, les jeunes vont s'emparer de l'IA, ils vont même pas s'en emparer au sens où ils vont la coder, c'est même pas ce que je dis. Ils vont s'en emparer au sens où ils vont la pratiquer, ils vont être traversés par ça. Ils s'amusent pour l'instant avec Siri et on est à 2% de ce que ça pourra faire. À l'avenir, évidemment, ils vont grandir au milieu de tout ça et ça ne fera plus tellement de mystère. Donc, plusieurs formes d'IA, je connais tout. J'ai 80 heures de vidéos, t'as qu'à aller voir. Oui, je les ai vues tes vidéos, tu sais, ça m'impressionne pas. Tu veux un rapport comme ça avec moi, il n'y a pas de problème. Je les ai toutes vues tes vidéos, il n'y a pas de problème. Je vois très très bien la philosophie qu'il y a derrière et il y a des très belles choses et c'est très bien. Et je t'encourage. C'est très parisien comme débat, non, c'était un parisien. Ah d'ailleurs, les essentialistes sont là, ils veulent me coller une petite étiquette essentialiste, savoir qui je suis dans mon slip, c'est sympa. Très marrant, j'adore ça. Non, ils ne la pratiquent pas, ils la subissent. Eh bien, écoute, argumente un peu plus, ça va être un peu compliqué, mais je te lis avec joie. L'intelligence artificielle était juste une capitalisation des algorithmes passés. Non, ça c'est une intelligence artificielle basique, débile, et ça fait partie du grand mythe qu'on veut nous faire croire de ce que va être l'intelligence artificielle, c'est-à-dire finalement un système d'indexation. Un système d'indexation intéressant où il y aura finalement, on est vraiment au degré 0. La vraie intelligence artificielle, profondément, c'est celle qui est capable de se programmer elle-même. Donc c'est celle qui est capable de transformer son code initial. Alors on n'y est pas encore, avec un développement de la technologie et notamment la possibilité d'arriver à ce qu'on a la swarm intelligence, moi je mise là-dessus, l'intelligence en essaim, l'intelligence distribuée, on peut arriver à des modèles qui soient plus proches de l'organique
que du mécanique, parce qu'on reste encore avec une intelligence artificielle mécanique. Ça reste très mécanique tout ça. Quand on ira avec quelque chose qui sera organique, qui sera proche de ce que je développais tout à l'heure avant que vous arriviez les amis, proche de l'élastogénèse, quand on aura une intelligence artificielle élastogénique, capable de pouvoir avoir un système de feedback qui recompose son code initial, on sera vraiment dans ce qui est à la fois fascinant dans l'apparition d'une créature, au sens presque téléologique du terme. Une créature, c'est-à-dire quelque chose d'autonome, avec la capacité de se réparer, la capacité de progresser, la capacité de s'auto-réguler par rapport au milieu. Mec, je suis ingénieur informaticien et trader, ouais, je fais des algos qui s'auto-changent, tu imagines des choses, c'est tout, on le fait déjà. C'est très bien si vous le faites déjà, donc en tout cas, ça ne dément pas ce que je raconte là. Qui est ce mec sérieux? Je suis tombé sur lui avec ce truc vidéo live à la con. Bon, bah, t'es bien aimable. Donc, l'intelligence artificielle, à la base, d'abord, c'est avoir un tout petit peu d'intelligence humaine quand il y a un débat sur Facebook, de pouvoir le mener de façon intéressante. Parce que là c'est très trader ce que tu me sors, effectivement. Mais les traders, tu sais, c'est pas, comment dire, ma tasse de thé, tu vois. C'est pas, pour moi, un modèle, je dirais, d'intelligence extrêmement doué. C'est pas mal... Tu es parisien, d'accord, super. Mais répondez à ce monsieur, vous êtes 40, allez-y, et le débat, il peut se faire entre vous aussi. Les Parisiens. Bon, tu te décrédibilises à mes yeux, je ne t'accorde plus trop d'importance. Voilà, c'est bien, Christopher, super. Reste cool, super. Non, mais il n'y a pas de problème, ça m'excite, vous savez, je suis excité par ce genre de truc, mais cette excitation-là, c'est une excitation... qui nous entame au bout du compte, qui nous entame, parce que ça réduit, en fait ça nie le débat, ça tue le débat. Autonome et s'émanciper de l'homme. Donc voilà, ma vision, qui est une vision personnelle, elle est personnelle, c'est pas une vision qu'on trouve dans les forums, les débats, machin, alors elle est tout à fait critiquable en tant que telle. Je pense qu'on va pousser très très loin l'intelligence artificielle hémomimétique, c'est-à-dire qui imite les émotions. Intelligence artificielle hémomimétique, c'est-à-dire qui imite tellement bien les émotions que l'être humain, alors peut-être pas les codeurs et certainement pas les traders qui ont souvent un portefeuille à la place du cœur, mais peut-être le kidam qui sera confronté à cette intelligence va se faire totalement avoir. Va se faire avoir. Alors ça commence par les grands-mères dans les hospices avec les petites peluches en intelligence artificielle extrêmement bien faites qui remplacent le chaton ou le chien, et avec un historique, etc. Et ça finira comme dans les fictions à la Black Mirror, ces séries-là, qui sont pas tous, les épisodes sont pas tous géniaux, mais il y a quand même des super épisodes. Et ça finira dans un rapport amoureux avec la machine, dans un rapport érotique. Vous savez, il est évident que les poupées gonflables vont très très vite avoir l'intelligence artificielle minimum de base, qui est d'entrer en relation avec l'être humain qui a des rapports avec eux. Les poupées gonflables, je sais que c'est peut-être un peu choquant pour certaines personnes ici, mais c'est quand même l'idée d'avoir un érotisme à disposition avec ce qui sera en plus... Ça existe, ça me sidère toujours que ça existe, des poupées gonflables. C'est un concept, j'ai vraiment du mal à... Voilà, ça existe depuis très longtemps en plus. Donc, mais ça dit quelque chose de l'être humain, enfin du mal en tout cas, du mal frustré d'Occident, hyper sexualisé et hyper frustré à la fois, etc. Bon, ça dit quelque... et pornographié et tout ce que vous voulez. Donc, ça dit quelque chose. Mais évidemment, vous savez très bien que le sexe est un marché qui a de l'argent, extrêmement lucratif. Il est évident que d'avoir des interfaces érotiques, des interfaces amoureuses, des interfaces de rencontres, ils vont nous vendre ça en nous disant que ça permettra les rencontres, il est évident qu'on va plugger l'hémomimétisme là-dessus. L'hémomimétisme, c'est beaucoup plus que simplement des grands-mères et puis des frustrés qui ont besoin de poupées gonflables. L'hémomimétisme va innerver nos vies et innerver notre capacité, va même remettre en question notre capacité à l'amitié. C'est là où l'intelligence artificielle va vraiment venir. C'est dans le rapport à l'amitié. Par exemple, Anne, tu crois en l'avenir des robots sexuels? Bah, évidemment, c'est même pas y croire, ça va être là, évidemment. Il y avait déjà des premiers programmes au temps de Niel lorsqu'on était dans les Minitel Rose. Dans les Minitel Rose,
Ce qui a fait quand même la fortune de Niel, hein, de Xavier Niel, hein, quand même. Faut juste recadrer un peu les choses. Donc c'est évident qu'il y a une manne d'argent extraordinaire, il y a une frustration. Internet est très centré sur le cul, très très centré. Et donc c'est évident que là, ça va exploser à ce niveau-là. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est plus intéressant, on est dans la neuromodernité, tu nous dis, bah non, justement, le silicone et le neurone, ils ne fusionnent pas encore véritablement. On est quand même sous une chape de silicone qui est en train de se créer. Alors, quel est le sens des relations humaines, Valérie? C'est exactement la question qui va être en jeu. Tu viens de dire la question pour moi, Valérie. C'est-à-dire que si on a de l'hémomimétisme dans l'intelligence artificielle, la vraie question c'est, qu'en est-il des relations humaines? Voilà, qu'en est-il des relations humaines? C'est-à-dire, qu'est-ce qui permettra à des êtres humains de se dire qu'ils vivent quelque chose de vraiment humain? Alors que je peux très bien être le meilleur pote de mon Google, OK Google, ou de mon Siri hyper évolué, ou de ma Scarlett Johansson sur Internet, voilà. Et ça, c'est vraiment une question philosophique, existentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que j'ai un rapport... Excusez-moi, voilà. je n'ai pas compris. C'est Siri, voilà, elle n'a pas compris. Bon, mais elle comprendra dans un an, elle comprendra tout à ce qu'on raconte. Donc, on est vraiment dans l'essentiel. Alors, vous savez que je suis en train de créer avec une équipe de développeurs vietnamiens. J'ai grandi dans le développement, hein, pour ceux qui nous rejoignent. Moi, j'ai commencé à coder à l'âge de 10 ans avec des Apple IIe et qu'on avait à l'école. J'ai eu cette chance énorme d'être dans une école expérimentale où on était les premiers, je crois, en France à avoir des ordinateurs. Voilà, des ordinateurs. Et on a grandi en codant et j'ai codé pendant de 10 ans à 25 ans. Voilà, sur toutes les machines qui évoluaient. Et donc, ma façon de réfléchir au problème est une façon de codeur. Voilà. Alors, mais les langages vont trop vite et j'ai plus le temps de pouvoir... putain, t'es vieux. Ouais, 44 ans, bien sûr que je suis vieux. Mais je me dis vieux, évidemment. Donc, j'ai plus le temps de me mettre au React ou à Ionic et à des programmes comme ça. Il y a des développeurs pour ça. Mais je reste dans cette idée de vouloir créer. Alors, j'ai voulu prendre Google à rebours. Toute l'intelligence artificielle est indexée aujourd'hui sur du business, c'est-à-dire sur la capacité à faire de l'argent avec. Moi, j'ai essayé de me lancer dans un truc où il n'y a pas d'argent qui est visé. Je ne sais pas s'il y a d'autres tentatives comme ça, mais en tout cas, c'est une tentative très excitante. C'est-à-dire qu'on n'a pas de business plan indexé sur notre recherche, et donc on peut se permettre la recherche la plus folle. Donc la recherche, je sais pas, 44 ans, ça vous fait tressaillir? Attends, le mec a 44 ans, le beau. Ah, mais Christopher, t'es un trader méchant, en fait. T'es proche de la hyène ou du roquet ou du caniche. T'as envie de mordre, quoi. Hein, mais va mordre les abrutis, les gogos que tu arnaques plutôt que de me mordre moi. Je comprends pas pourquoi tu mords comme ça. Enfin, c'est pas grave. Donc, je me suis lancé dans cette idée que prendre l'intelligence artificielle à rebours, c'est finalement essayer de créer quelque chose de totalement... essayer de créer un Socrate virtuel. Essayer de créer, allons-y carrément, le summum, c'est-à-dire réfléchir aux conditions de possibilité d'une émergence d'une intelligence artificielle philosophique. Voilà. Intelligence artificielle philosophique. Alors, on va peut-être pas y arriver. Ceci dit, on a un échéancier très concret. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est en train de donner à la machine toute la philosophie occidentale et orientale traduite en français. Alors, il n'y a pas tout, évidemment, mais on a affaire à de la francophonie. On va développer ça en francophonie. Mais on a quand même du Confucius, le taoïsme, on a tous les corpus, même la philosophie de d'autres continents. Et on intègre toutes ces données à la machine. Donc, ça fait depuis juin qu'on fait ça. Depuis juin 2017, et la chose finale, pour l'instant, la première étape, ce sera PhiloHack, c'est-à-dire on va commencer à calculer à partir de ce matériel, merci Thinkerview, on va commencer à partir de ce matériel. On va commencer à partir de ce matériel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que faut comprendre un peu comment fonctionne la philosophie. Donc, je vous fais un petit résumé très simple. Tout marche par des corrélats et par des concepts. Qu'est-ce que c'est un concept en philosophie? C'est le fondement de la philosophie. Et c'est très très compatible avec l'intelligence artificielle. C'est ça qui est très excitant. C'est que la philosophie, avec le développement de la logique, est totalement liée à l'informatique. Totalement liée à l'informatique. Ce sont des aventures. Russell, Bertrand Russell, Hilary Putman, vous en avez plein. Vous avez Frege, vous avez... la liste est trop longue de philosophes qui sont philosophes du langage. Alors,
la philosophie analytique qui a été développée en Amérique a totalement... j'ai codé en plusieurs langages, mais j'ai commencé en basique, comme toute ma génération, et je sais que c'est un immense vice de commencer à coder en basique. C'est pas grave, ça m'a amusé. La philosophie analytique a complètement envahi ce schème, donc c'est une philosophie développée en Amérique qui a envahi, mais à mon avis, elle est biaisée pour l'intelligence artificielle. Elle est totalement biaisée, la philosophie analytique. Elle fonctionne sur de la sémantique. Et c'est son erreur. Et elle n'admet pas le hasard. Elle n'admet pas Amstrad maintenant, c'était à Atari. C'était Atari parce que je suis musicien. Voilà, donc je faisais de la musique aussi, j'avais besoin de mon petit Atari. Mais Amstrad, oui, c'est sympa. Pourquoi ce serait un vice? Je ne sais plus de quoi tu parles. Recontextualise, Christopher. Pour moi, alors, il y a des Américains qui sont géniaux avec ça. Je pense à Montag. Bon, ils ne sont pas connus. Hein. William Pepperell Montag. C'est un Américain qui... c'est la moitié du XXe siècle. Et lui, il a une vraie réflexion philosophique. C'est-à-dire, Montag montrait que la philosophie elle-même devait trouver des processus en utilisant la logique qui puissent faire naître des propositions nouvelles. C'est absolument génial. Pour moi, c'est un immense grand maître. Et pour moi, il ouvrait une voie que la philosophie analytique a complètement recouvert par là-dessus. Donc voilà, on est parti sur ce projet, Intelligent Matricial Language About Concept, langage matriciel et intelligent à propos des concepts, centre des concepts. Donc un concept, c'est un mot, mais en fait, c'est pas un mot, c'est un tiroir. Et dans ce tiroir, on dit qu'il subsume, c'est le mot philosophique, on place sous lui, subsumé, le mec parle tellement tout seul et écoute tellement... Mais non, on parle pas tout seul, on est en lien, Christopher, mais écoute, va trouver ta poupée et calme ta frustration, enfin quand même, qu'est-ce que c'est cette hargne? Arrête d'être dans la hargne, tu vois bien que je te réponds, c'est pas... parle-moi normalement, arrête de faire ton gamin là, parle-moi normalement, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Il parle tout seul en fait. Mais non, je parle pas tout seul. Je vois tous vos messages et je discute avec vous. Et je réponds, la plupart du temps, je réponds aux messages. J'essaie de lire aussi ce qu'écrivent les autres. Et donc, le concept, c'est en fait un faisceau, une sorte de capillarité de mots. C'est pas du tout, tu n'écoutes pas ce qu'on écrit. Je viens de te citer, mais oh, tu te réveilles ou quoi là? Qu'est-ce que t'as? Je viens de te citer là, je suis en dialogue là. Il est jaloux, mais s'il est jaloux, alors il faut qu'il grandisse. Jaloux, regarde, j'ai 44 ans, je suis vieux, je suis seul, j'ai pas de vie sociale, faut que je me rachète une vie sociale, ça va quoi, sois pas jaloux, t'es beau comme un dieu, t'es intelligent, t'es trader, t'es plein de fric, mais cool, respire man, respire, je t'emmerde, le mec maintenant me dit d'écouter les autres. Bon, okay. On aura essayé les amis, hein, vous êtes témoins. Christopher Merchat, je suis en train d'écouter, laisse-le venir se développer. Voilà, bon bah merci, il y a un peu de soutien, c'est cool. Je lui accorde trop d'importance? Non, parce que le but c'est pas de parler dans l'entre-soi. Là on a des personnes extérieures, ça fait, je crois que c'est le 100e live que je fais, et là on a des personnes extérieures qui viennent, c'est intéressant. Donc moi j'essaie d'ouvrir les portes pour que le dialogue, c'est du 109, c'est toujours ta tronche de 44 ans. Bon, normal man, ok. Ça marche, je vous écoute mes amis, ça marche, pas de problème. Donc on continue. Et donc, le concept subsume d'autres concepts. Par exemple, le concept arbre subsume le tilleul, l'être, l'orme. Et le concept tilleul subsume tous les tilleuls que je peux rencontrer devant moi, mais y compris, et c'est ça qui est intéressant, tous les tilleuls que je suis amené à rencontrer. Le concept arbre subsume sous lui le potentiel. C'est-à-dire que les arbres que je n'ai pas encore vus, je pourrais les subsumer parce que le concept est défini, que c'est une plante, etc. Enfin, la définition de l'arbre permet de pouvoir classer sous arbre les arbres que je ne connais pas encore, dont j'ignore même le nom, et je pourrais dire c'est un arbre. Voilà, ça c'est la base. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le philosophe, qu'est-ce qu'il fait? Son métier, c'est quoi? Son métier, c'est de créer des concepts qui permettent de subsumer des réalités qui ne sont pas nommées ou des réalités qui ne sont pas encore travaillées. Et donc, comment il fait? Il consacre un livre. On n'a pas trouvé mieux pour l'instant, une conférence, un livre. Il dépense de l'énergie pour pouvoir, par exemple, la colère, un concept, la colère. Et vous avez Sénèque qui va écrire De Ira, qui est un livre sur la colère dans l'Antiquité, et il va passer tout un livre à nous expliquer que la colère, c'est se laisser emporter, il y a une peur dans la colère de Sénèque, une peur qui est au fond de lui,
La colère et la haine ont un jeu dialectique très intéressant chez Sénèque. La colère, il faut la calmer. Le but, c'est l'impassibilité et le calme. On reste dans une logique stoïcienne. Et donc, il va procéder tout un livre. Et qu'est-ce qu'il va mettre dans le mot colère? Il va programmer, c'est un codeur. La philosophie, c'est que du code. C'est que du code. Mais c'est un code énergétique. C'est ça qui est intéressant. C'est connecté à l'énergie. Puisque ça dirige les vies, ça organise la spiritualité, ça organise la vision du monde. Donc, c'est connecté à des actes. Donc, c'est beaucoup plus fort que l'informatique. C'est un code, mais on a tout de suite l'énergie et la vie qui va avec. On code l'existence elle-même. Et donc on a, dans Sénèque, on a une définition, un code de la colère. Et on pourra dire, après, la colère selon Sénèque. Ceux qui connaissent Sénèque pourront dire, et d'ailleurs la plupart des philosophes un peu médiatisés qui sont des professeurs de philosophie, ont une série de 40-50 petits items comme ça. La colère selon Sénèque, la joie selon Spinoza, le ressentiment selon Nietzsche. Et ils jouent avec, ils jonglent avec en prestidigitateur. Nous, on la hack, c'est bien, c'est très bien. Mais moi, j'ai le code de la colère. Je ne sais pas si tu l'as, mais moi, je l'ai, le code de la colère. Voilà. Moi, j'ai le code de la colère. Et j'ai même accès à plusieurs codes. J'ai le code de la colère selon Sénèque, je t'en ai parlé un peu, mais je peux aussi te faire le code de la colère selon Aristote. Voilà, la colère chez Aristote. Voilà, ça c'est intéressant. La colère chez Aristote, c'est pas du tout comme Sénèque. Et la colère chez Spinoza, c'est pas du tout comme Sénèque. Spinoza est beaucoup plus sur une colère liée à la solitude, qui est un moment. Enfin bon, je peux vous en parler pendant des heures. C'est pas le propos. Vous voyez, on peut coder. Voilà, il faudrait qu'on puisse coder véritablement la colère selon Sénèque, selon Spinoza, etc., pour qu'on puisse comparer les systèmes. Parce que là, on subsume sous le même mot. Et c'est la grande faille de la philosophie, c'est que tous utilisent le même mot, le mot colère. Et on doit dire la colère selon Spinoza, Aristote, Sénèque, etc. Pour Spinoza, il n'y a pas de peur dans la colère, par exemple. Alors que pour Sénèque, il y a de la peur. Exemple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on doit pouvoir, si on développe une intelligence artificielle philosophique, arriver à une conceptualisation qui soit une conceptualisation qui ne soit pas décrétée par un individu, parce que sinon, ce n'est pas une intelligence artificielle. Il faut que l'intelligence artificielle elle-même puisse créer les concepts et indexer elle-même. Voilà pourquoi on commence par un corpus, on lui donne tout le corpus occidental et un peu ailleurs, et lui-même va trouver des corrélations dans les mots, des sortes de nuages de tags, si vous préférez. En fonction d'un mot, il va pouvoir, par analyse sémantique, regrouper et conceptualiser pour une première base conceptuelle. Mais, ce qui m'excite en ce moment, et c'est là-dessus que je voulais parler d'intelligence cybernétique, c'est que je suis en train d'inventer un système de codage pour coder la philosophie elle-même. C'est-à-dire que la colère, selon Sénèque, je peux vous la coder. La colère, selon Spinoza, je peux vous la coder, ça ne sera pas la même. La colère, selon, selon Peter Sloterdijk, un philosophe allemand contemporain, je peux vous la coder. Et je peux du coup, qui va l'entraîner. Le problème de l'IA est qu'il va l'entraîner. Oui, tout à fait. J'ai pas trop compris. Contextualise plus tes remarques que je puisse bien comprendre. Non seulement je peux coder et donc comparer des systèmes, mais en plus, je peux... ma façon que j'ai de coder Sénèque, c'est aussi la lecture que je fais de Sénèque. Il se peut très bien qu'en ayant le même code que moi, en lisant Sénèque, vous codiez Sénèque différemment, évidemment. Ça s'appelle l'exégèse. Quand vous faites l'exégèse de Nietzsche, Nietzsche selon Deleuze n'est pas du tout le même Nietzsche que Nietzsche selon Heidegger. Et donc leur lecture de Nietzsche est différente. C'est pour ça que c'est riche la philosophie. Et l'intelligence artificielle philosophique doit pouvoir aussi faire ça. Produire différents codes en fonction du monde, pouvoir les comparer et comprendre que tout ça c'est une relativité. Je vais vous en parler en détail plus tard. De toute façon, on va sortir ça d'abord sous forme d'appli. Philohack, ça va s'appeler. Et ensuite, on attaquera le lourd du projet. Je vais devoir conclure un peu. Ceux qui nous ont rejoints, essayez de regarder le début de la vidéo. Nous entrons donc dans la cybermodernité. Après la postmodernité et l'hypermodernité, la cybermodernité, c'est le concept actuel. Et il y a des choses qui vont jouer. D'abord, l'intelligence va être connective et pas simplement collective. Ça veut dire que la jeunesse qui grandit avec ces technologies, avec cette idée de partage, avec cette sortie de l'individualisme, avec une sorte de co-individualisme, je sais que c'est un oxymore, mais on a vraiment ça qui est en train de se mettre en place, un co-individualisme. C'est-à-dire on est tous ensemble et tous seuls. Et il y a une sorte de porosité, de non-perméabilité absolue entre le co du collectif. Tout se fait co, on partage co, on vit co. Même l'identité est une co-identité. Un écosystème, mais aussi on est dans une sorte d'individualisme, comment ne pas le voir, dans l'hybridation entre le virtuel et le réel, ce sentiment d'être ensemble dans le virtuel et assez seul dans le réel, etc.
société translucide, les choses ont l'air accessibles, elles ne le sont pas. Les identités ont l'air accessibles en 3 clics, elles ne le sont pas. Le hacking, parce qu'il faudrait faire une philosophie du hacker, le hacking a l'air facile, et en fait, il ne l'est pas en termes existentiels, il l'est en termes, je dirais, performants, en termes de performance. Donc la cybermodernité, tout reste à inventer, l'école de la cybermodernité, les pathologies de la cybermodernité, évidemment le rapport au monde que ça va induire, et puis le sens de la vie, c'était la question de Valérie qui me semble bonne, on ne va pas pouvoir l'étayer dans les minutes qui restent. Comment la personne en colère peut-elle sortir de sa colère? Tu dis Anne, il faut lire Sénèque, Aristote, voilà, ils ont tous des méthodes. Soit c'est des méthodes de se souvenir des sentiments heureux et calmes, soit c'est des méthodes d'essayer de poser ton regard sur l'origine, la source de ta colère qui est une idée fausse pour Spinoza, soit c'est... Voilà, il y a autant de théories, autant d'invitations à l'action, c'est ça qui est intéressant. Alors, IA pourra coder les codes, les émotions. Oui, c'est un peu ce que je décris là. C'est ce que je suis en train de créer. C'est un code que j'appelle Matt-Kaliné. Matt-Kaliné, c'est un code... voilà, c'est le prochain livre que je vais sortir dans quelques mois. Tu parles pas de l'essor neuroscientifique dans la modernité et son effet. Qu'est-ce que tu appelles neuroscientifique? Parce qu'aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a des neurogourous. Ils sont légion, c'est des vendeurs de tapis pour moi, mais ils épatent la galerie. Ils épatent beaucoup, d'ailleurs, les hackers. Voilà, des neurogourous qui sont en fait des humoristes reconvertis dans les sciences humaines et qui font des sketchs toujours identiques, c'est toujours le même sketch à la virgule près. On n'est pas du tout dans quelque chose de, je dirais, d'intellectuel. C'est pas un travail intellectuel, c'est un travail d'épate. En général, ils sont centrés sur les animaux. Je sais pas pourquoi. Parce que ça plaît, je sais pas. Ils sont complètement que dalle. Centrés sur les animaux, la comparaison avec les animaux, etc. Et on a affaire à des neurogourous, c'est-à-dire qui nous parlent de neurosagesse, qui nous disent que finalement on peut programmer son cerveau et qui vont au loin dans la Alexandre Laurent. Il y en a plein comme ça, oui, mais Alexandre Laurent, Laurent Alexandre, tu veux dire. Lui, non, mais lui, c'est carrément, bon, ça va pas loin. Il est quand même, ce mec, en train de comparer les QI. Pour lui, l'intelligence, c'est le QI. Enfin, je veux dire. Là, je trouve que tu as vraiment déconné dans l'interview, si tu veux que je te parle franchement. C'est n'importe quoi ton interview. Tu le laisses déplatérer la même chose. À un moment, d'ailleurs, tu t'énerves. En disant ça va, tu l'as déjà dit. Mais tu aurais dû lui clouer le bec. Tu t'es laissé totalement impressionner. Et d'ailleurs, je trouve dans tes interviews, des fois, tu fais un peu la part belle. C'est assez complaisant pour la personne. Je trouve que tu les inquiètes pas assez, quoi. Même si c'est super bien fait, hein, j'admire beaucoup. Mais à un moment, il faut leur rentrer dedans. Le mec qui dit Macron, il a un QI élevé, enfin, je veux dire, ou Mélenchon a un grand QI. Qu'est-ce que le QI, quoi? C'est un truc du 19e, du début du siècle, quoi. C'est un truc. On n'est pas là pour ça. Ouais, d'accord, on n'est pas là pour ça. Eh ben, si on est là pour ça, t'es dans mon monde, là. Oh, t'es chez moi, là. On est là pour ça, on est là pour ce que je veux. Je trouve que t'as déconné sur cette interview, je te le dis. Le QI est QI. Intelligence émotionnelle, je ne sais pas s'il faut mettre ça en... Mais voilà, pour te dire que le mec, il est encore dans une sorte de... Non, mais c'est intéressant, tu me parles de lui, mais lui, c'est effectivement, il fait partie de cette clique de gens qui s'improvisent. Tu lui as dit d'ailleurs à un moment, est-ce que tu as déjà codé? Il ne sait même pas ce que c'est un code. Il sait même pas ce que c'est un code. Il est là juste... C'est des sortes de neuroconsultants. Donc Kamel, je reviens à toi, Kamel. Kamel, si tu parles de ça, si tu parles des neurogourous hyper à la mode qui nous racontent qu'on peut programmer son cerveau, alors cela, c'est un épiphénomène. Enfin, je veux dire, c'est juste des amuseurs publics. Ça, programmer le cerveau, ça fait 2000 ans que la philosophie nous donne des tuyaux pour programmer le cerveau. Ça va, on sait ce qu'il y a à savoir là-dessus. Et c'est pas parce qu'on découvre par l'IRM et par, je dirais, la science, qu'on découvre que le tact n'est pas la douleur parce que ce n'est pas les mêmes circuits cérébraux. Il y a une inversion profonde de la cause et de l'effet, profondément. Il faut l'écouter quand même, son point de vue est important. Oui, mais je l'écoute puisque je peux te restituer sa pensée, j'ai même son code si tu veux. Je peux te le mettre sur un bout de papier, son code. Tu verras, on pourra en parler, ça sera très précis. Bien sûr, il faut écouter tout le monde. Moi, j'écoute tout le monde, bien sûr. Et donc, ce que je disais, c'est que dans ces fantasmes comme ça de l'intelligence artificielle, comme c'était une source d'inquiétude, il y aura toujours des prophètes. Vous voyez,
Il y aura toujours des prophètes. Et faites attention à ça, d'ailleurs. Faisons attention à cette explosion de prophètes, avec toujours des vieilles études absolument invérifiables de professeurs de Stanford. Hein. Il y aura toujours des citations de professeurs de Stanford, ou enfin américains, et voilà, je sais pas, ils aiment ça. Que ce soit pour la psychologie positive qui va nous envahir, et qui est une monstruosité. La psychologie positive, je suis totalement contre ça. C'est absolument délirant et neuneux. Jusqu'aux neurogourous, qui sont agréables. Hein. C'est un one-man show, hein. C'est très agréable, mais on n'est pas dans de la philosophie, on n'est pas dans une réflexion sur qu'est-ce qui me permet de réfléchir. Le digicode, c'est de l'IA, Alexandre. Bon. Le digicode. Je sors d'une plénière CJD sur la révolution programmée et je trouve mon Vincent qui parle de code de l'IA. Ah, c'est la question du jour, Alexandre, c'est la question du jour. C'est mon prochain livre, voilà, je vous parle de mon travail qui est même pas fini là, Kamel, la fonction de l'inconscient montre qu'il est possible de programmer son cerveau. Oui, je connais, mais toutes les sectes nous vendent ça, tu sais bien, hein, l'hypnose, la dianétique, de la scientologie, oui, on programme son cerveau. Bah, programmez votre cerveau si vous voulez, mais et alors, ça fait quoi ? Si vous répétez un texte 500 fois, vous allez l'apprendre par cœur. Bon, on le sait ça, enfin je veux dire, on n'a pas besoin d'étudier RM pour le savoir. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment 3 cerveaux autour d'une table produisent de l'intelligence supérieure à 3 cerveaux séparés. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi des joueurs d'échecs, quand Kasparov fait un jeu en ligne en 2005 et il dit maintenant tous les coups sont permis, des ordinateurs, des grands maîtres, des amateurs connectés. Pourquoi ce sont des amateurs qui arrivent à échanger, à communiquer dans l'intelligence connective qui gagnent et pas des grands maîtres ou des super ordinateurs? Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est l'équipe, c'est le groupe. Et donc, tous ceux qui sont neurogourous veulent nous revendre une lecture hyper moderne de la chose alors qu'on est en cybermodernité. On est en cybermodernité, c'est-à-dire qu'on ne pense plus jamais tout seul. Quand il y a un meta-knowledge qui est totalement là, je peux accéder à tout le monde, j'ai une communauté, je pense à travers ma communauté. Vous voyez ? Et d'ailleurs, les remarques que j'ai eues un peu désobligeantes en disant « tu penses tout seul », c'est encore des gens qui sont dans l'hypermodernité, la compétition, l'égocentrisme, l'individualisme exacerbé. Mais on n'est plus là-dedans. Là, ce qu'on fait, le discours que j'ai avec vous, c'est un discours qui n'est pas programmé sur une feuille, c'est un discours improvisé avec vous, et toutes les intelligences peuvent y participer. Donc, cette idée des neurogourous, je les appelle comme ça, les neurogourous, c'est des gourous qui visent simplement le développement personnel de l'individu. Le développement personnel qui, comme son nom l'indique, est toujours une sorte de neurosagesse, comme ils le disent. C'est genre, avec toujours les mêmes recettes. Faut faire focus, faut penser à ça, faut être optimiste, comme ça tu peux réaliser, faut viser l'impossible et comme ça tu peux le réaliser. Toujours les mêmes conneries. Les conneries qu'on a sur Facebook, entre 3 chatons Facebook, et on est toujours dans ce sirop-là, ce sirop individualiste. C'est pour ça que je suis là et que je t'écoute. Ouais, je te remercie, mais tu remarqueras que je t'accueille très chaleureusement, tu as vu. Hein, voilà. Mes amis, je ne suis pas d'accord, mais il faut écouter tout le monde. D'accord. Dis-moi en quoi tu n'es pas d'accord. Voilà. Donne-moi un argument, donne-moi une objection bien formulée que je puisse comprendre. On entre, dit Alexandre, dans une ère où chacun va pouvoir programmer toutes sortes de choses, allant de sa machine à laver à son assistant personnel en IA. Oui, tout à fait, effectivement, parce que programmer, en tout cas avoir des interactions qui fait... Ils n'accéderont pas au programme, Alexandre, mais je ne pense pas, mais les interactions vont être de plus en plus fines. On aura ce que j'appelle une élastogénèse, c'est-à-dire ça va être élastique, ça va être plastique, ça va enrober, ça va nous enlacer, on ne sentira pas qu'on code, on ne sentira pas qu'on programme, on ne sentira pas la vaseline, mais ça va être là, quoi. Ça va être là. La cybermodernité, c'est la vaseline pour tout le monde. Voilà. La vaseline dans les relations, la vaseline... Voilà, tout va être visqueux, tout va glisser, tout va être fluide. La religion, alors... Oui, mais que dis-tu avec la religion ? Tu veux qu'on parle de la religion ? Fais une phrase, parce que la religion, là, tu me balances ça, je ne sais pas. La religion, face à l'IA, il y aura une religion qui va se durcir en disant que... C'est le problème de la créature, c'est le problème de Frankenstein et de sa créature, l'IA. C'est vraiment que si on arrive à avoir une indépendance dans la programmation, c'est-à-dire des intelligences qui apprennent, qui sont auto-apprenantes, etc., on aura affaire à des choses vivantes. À un moment, ça a l'illusion de la vie, ça ne vivra jamais, mais il y a l'illusion de la vie.
Donc la religion va venir évidemment à la fois valider ça avec des nouvelles sectes qui vont venir très vite valider le truc, et il y aura un dieu ordinateur, ça vous pouvez être sûr que on faudrait coder les religions, ouais, tout à fait, ou décoder, coder. Donc on aura, comme j'ai fait, vous savez que l'année dernière j'ai fait ce jeu de rôle, hein, on a fait le premier jeu de rôle en live, en vidéo live du monde, hein, en 2016, qui s'appelle Prima Joke. On a quand même fait cette tentative sur une année, hein, je veux dire, c'est là vous nous rejoignez là les amis, mais regardez un peu le background, je suis pas un nouveau qui débarque là, on a fait vraiment les expériences qu'on a faites sont des expériences très originales. Faire un jeu de rôle interactif pendant un an sur justement une société future, c'était une sorte de science-fiction philosophique, où il y avait un dieu ordinateur, enfin un dieu simien, on les appelait les simiens, un dieu ordinateur. Donc la religion va à la fois encenser la nouvelle création, et puis il y aura quelque chose de conservateur qui va dire au contraire c'est le diable, etc. Donc ça va être assez binaire et ça sera assez politique, c'est-à-dire ça sera en fait une vision politique de qu'est-ce qu'on fait de cette intelligence artificielle, comment elle va être répartie, quelles seront ses données, et comment le travail va devoir se rééquilibrer. Qu'est-ce que ça voudra dire travailler quand elle sera là, l'intelligence artificielle, dans la comptabilité, dans tout, et y compris dans les transports, enfin voilà. Ça va être quoi la vie? Ça va être quoi la vie? Ça, c'est important qu'on puisse tous ensemble réfléchir, conceptualiser le monde de demain, voir un peu de quoi va être fait notre existence. Kamel, les neurosciences ont permis de comprendre autrement l'être humain, remplaçant le locus de la conscience dans l'organe. Il y a des chercheurs derrière ça. Oui, mais je ne suis pas obscurantiste. Hein. J'adore qu'on me dise comment mon cerveau fonctionne et c'est passionnant. Ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'on sait comment le cerveau fonctionne, on sait comment appuyer sur les boutons pour être plus performant, c'est un mythe. C'est une religion moderne. C'est pour ça que je parle de gourou. C'est un mythe. Et ça, c'est un mythe qui est utilisé par les sectes depuis les années 70. C'est estampillé. Les gens sont mal dans leur peau, on leur dit « T'inquiète pas, c'est juste que tu ne sais pas utiliser ton cerveau, je vais t'apprendre à mieux l'utiliser. » Donc c'est extrêmement dangereux. Et c'est un mythe, on le sait en 2000 ans de philo. On sait très bien que on peut programmer son cerveau, évidemment. Les Épicures disaient qu'on pouvait même résister à la souffrance la plus atroce et être heureux dans le taureau de Phalaris, hein, c'est-à-dire un taureau en métal qu'on faisait cuire avec du feu et on était dedans. Vous imaginez la torture la plus atroce qu'on ait inventée. Et même, il dit, le sage peut être heureux dans le taureau de Phalaris. Comment? En se remémorant des moments de bonheur et en ayant ces petits moments de bonheur extrêmement forts il y a tout un rapport à la mémoire, c'est extrêmement technique, il n'y avait même pas besoin d'IRM, c'est ça que je veux te dire Kamel, c'est que ce que dit Épicure est beaucoup plus technologique et beaucoup plus performant que les neurogourous qui nous donnent leurs recettes à la con, soyez performants, optimistes, imaginez, rêvez, aimez ce que vous faites. Parce que je t'ai résumé là tous les bouquins de neurogourous. Il faut aimer ce qu'on fait sinon on le fait mal, il faut éviter les déchets, il faut recycler les déchets, et il faut regarder les animaux, ils ont plein de choses à nous apprendre. Voilà, je t'ai résumé tout. Bon, ça va les gars, enfin à un moment, ça va. Je vais bientôt aller me coucher, un jour on discutera de tout ça, bonne continuation, je reste pour écouter ta pensée. Merci Thinkerview, merci Sid. Et donc on va continuer dans les 2 minutes qui restent, on va arrêter parce que je voulais arrêter à minuit, mais je me suis laissé emporter et merci de vos très intéressantes contributions. Je pense que c'est un sujet intéressant, je pense qu'il faudra qu'on se repenche là-dessus, surtout que c'est mon boulot actuel. Donc on va se repencher un peu là-dessus. Je prends 2-3 trucs. Tu fais du sophisme en parlant des neurogourous. Ok, alors vas-y. Kamel, je te mets au défi. Donne-moi une idée qu'un neuro, je ne sais pas comment tu les appelles, a eu. Donne-moi une idée. Voilà, tu me dis, le mec, il a analysé le cerveau et il a trouvé une idée incroyable. Voilà, je te mets au défi, Kamel. Tu as sûrement lu des livres puisque tu es. Donc, mais je te mets au défi très amicalement. Hein, c'est très amicalement. Donne-moi une idée que l'observation scientifique du cerveau nous a fait comprendre et en quoi ça change notre vie. Voilà. Je t'attends. Tu peux argumenter et peut-être que tu vas me surprendre et je dirais bah oui, t'as raison, là, sur ce coup-là, waouh, bravo quoi, vive les neuros, je sais pas quoi. Hakim, l'intelligence artificielle sera peut-être confondue avec l'homme augmenté. Tout ça, ça va s'hybrider. C'est ça la cybermodernité. C'est-à-dire que le virtuel, c'est même plus que intelligence et intelligence, c'est le virtuel et le réel vont fusionner. C'est déjà là, c'est déjà fusionné, et de plus en plus, donc on a affaire à une sorte, ce que j'appelle la transréalité,
C'est des concepts que j'ai dû créer, non pas pour faire des modes de conceptuels. Regarde, par exemple, les chercheurs de Stanislas Dehaene sur la neuroéducation. Oui, mais alors là, il reprend encore des vieilles méthodes, il faudra qu'on en parle. Mais Thomasis et d'autres ont déjà développé ces méthodes qu'il reprend. Le seul truc, c'est que maintenant, il a un vernis scientifique, et donc il se réfère toujours au mec de Stanford qui a fait son étude dans un labo. Et donc, ça permet d'affirmer les choses en ayant l'argument d'autorité de la science. C'est tout à fait nouveau et vicieux. C'est-à-dire que maintenant, ils utilisent le fait qu'on ait un IRM, parce qu'un résultat d'IRM, on peut l'interpréter de 50 façons différentes. Je peux te faire 50 codes différents. En fait, tu ne peux pas tirer une conclusion en termes de « il faut » à partir d'un résultat IRM. Voilà. C'est une inversion de la cause et de l'effet. Je vais te dire très simplement les choses, Kamel. L'amour. Quand tu es amoureux, tu développes l'ocytocine. D'accord ? Tu développes... il y a de quoi dormir chez toi. Ça veut dire quoi ? Excuse-moi, j'ai pas suivi. Tu développes de l'ocytocine. Tu as une sorte de cocktail, tu as de la dopamine, tu as de l'endorphine, tu as de l'ocytocine. Voilà. Donc ce cocktail, les neurogourous vont l'analyser et dire, regardez, il y a une hormone, c'est l'hormone de l'attachement. Donc forcément, dans l'amour, il y a l'attachement. Ce qu'ont dit déjà les philosophes il y a 2000 ans. Et ce que dit n'importe qui a un sens de l'observation. Mais eux, ils le disent en disant, c'est le mec de Stanford qui l'a dit. Et on a fait des tests sur les cerveaux, machin. Ben non. C'est parce que tu es amoureux que tu as de l'ocytocine. C'est pas parce que tu as de l'ocytocine que tu es amoureux. Tu peux très bien avoir un haut taux d'ocytocine et regarder un tas de sable et ne pas être amoureux du tas de sable, ou regarder une femme et ne pas être amoureux de la femme. Vous comprenez ? Ils inversent systématiquement la cause et l'effet. Le cocktail chimique du cerveau, c'est parce que d'abord tu as, je dirais, des sentiments, c'est-à-dire un mélange d'émotions et de pensées. Et ensuite, effectivement, le cerveau s'adapte. Mais c'est pas parce que tu as une substance dans le cerveau que ça induit des comportements. Et ce que les neurogourous veulent nous faire croire, c'est qu'ils inversent la cause et l'effet, c'est qu'on peut programmer son cerveau, je mets un peu d'ocytocine ou je me rappelle de l'ocytocine et je peux programmer mes émotions. La poule et l'œuf. Non, c'est pas la poule et l'œuf. Ce que je dis est validé complètement. On sait très bien. Tu n'es pas amoureux de la première venue, parce que quand tu quittes ton amoureuse, tu tombes pas amoureux de quelqu'un d'autre, je veux dire. Donc c'est bien qu'il y a des choses en termes de narration, d'histoire, de sens, en termes de sens, qui sont nettement supérieures à ton petit cocktail chimique dans le cerveau. Sinon, tu tomberais amoureux de tout le monde. Imagine, tu as l'ocytocine dans le cerveau, voilà, tu sors de chez ton amoureuse ou ton amoureux, je sais pas, peu importe, et tu tombes amoureux du premier venu. Donc, ce qui compte, c'est le sens. Le sens, c'est d'abord, et le sens, c'est très compliqué, parce que le sens, amuse-toi pour le trouver. Peut-être dans un siècle, on aura trouvé avec le sens, comment se crée le sens dans le cerveau. On est très loin de savoir ce que c'est le sens. Définissez la notion de sens. Quel est le sens du sens ? Les sens, on y arrive, mais le sens, oui, la signification. Qu'est-ce qui fait que quelque chose a du sens pour toi? Et donc que tu te sens digne. Et l'amour rend digne. C'est pas l'ocytocine qui rend digne. C'est pas ce que tu as dans le cerveau qui te rend digne. C'est une histoire, c'est une narration. Mais c'est vrai que c'est rassurant de se dire que tout est dans le cerveau, parce que du coup, on a des boutons et on se dit, oh, je peux appuyer, je peux me développer personnellement. C'est pas comme ça. Et le sens et la narration, ça nous oblige à être artiste, vous comprenez? Créer du sens, c'est être artiste. Et les neurogourous sont en train de nous dire que finalement, on ne peut pas être artiste de sa vie, artiste de soi-même. On est technicien. Tu sais, la différence entre la technique et la magie, entre le talent et l'improvisation fulgurante, le don, et puis la procédure. On ne va pas s'étendre trop là-dessus. Si ton cerveau ne produit plus ses hormones, ça ne marche plus. Oui, effectivement, ils adorent analyser les mecs qui sont détraqués, qui n'arrivent plus à sécréter telle et telle hormone. Mais je continue à dire que c'est parce qu'ils ont un problème, je dirais, psychologique, qu'ils ne développent pas et non pas l'inverse. Voilà. Et là aussi, c'est assez démontré quand même. Mes amis, écoutez, c'était passionnant. Merci aux nouveaux qui nous ont rejoints. Donc, c'est des vidéos live. Vous pouvez aller les voir. C'est facebook.com/VincentCespedes/vidéo au pluriel. J'ai aussi une chaîne YouTube. En général, je les mets sur YouTube. Vous pouvez les voir. Et puis, vous pouvez suivre donc mes projets. Donc, j'ai développé 2 applications. Vous le savez bien, j'essaie d'amener la philosophie dans des applications, notamment DeepPro, qui est une sorte de test de valeur humaine, et puis ce projet d'IMLAC, d'intelligence artificielle, et puis de codage. On va reparler de tout ça. C'était passionnant. Je pense qu'on va développer ce thème à l'avenir. Voilà, l'IA est humaine, tout à fait, du grand... voilà. Cela que j'ai pas entendu, tu loges si on vient te voir. Oui, moi je suis couchsurfing à fond. Bien sûr, je loge, évidemment. Pas de problème.
Mes amis, c'était une grande joie. Partagez cette vidéo, continuez de commenter, je lis vos commentaires et on se retrouve très bientôt. À bientôt.